Bonjour tout le monde et bienvenue sur Jeux en Velu. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle histoire passionnante à vous raconter. Elle est d'autant plus fascinante que le témoin a été interviewé sur plusieurs podcasts, dont je mettrai les liens en description. Ça me permet de produire le récit le plus détaillé possible, car il est parfois difficile de retracer les événements avec ce type de format. Je lui ai même écrit pour lui demander sa permission, et il m'a tout de suite autorisé à raconter son histoire. J'ajoute qu'au moment où je prépare cet épisode, Steamboat est hospitalisé en unité de soins intensifs et récupère d'une intervention chirurgicale. Je lui souhaite un bon rétablissement et le remercie pour sa gentillesse. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai procédé à quelques ajustements afin de privilégier la fluidité de l'histoire. Mais les événements sont à peu de choses près identiques à ce que le témoin rapporte. Bonne écoute. Steamboat est un homme simple qui vient de l'est du Texas, près de la frontière avec la Louisiane et l'Arkansas. Il a grandi à Dallas. Il aime les chats et les chiens, pêcher et collectionner les Harley-Davidson. Mais ce motard barbu et tatoué a aussi fait plusieurs rencontres étranges qui ont littéralement changé sa vie. La première fois qu'il voit un Sasquatch, c'est en 2021. Il est assis sous le porche de la grange de sa mère et fait face au jardin. Il est en train de discuter avec un ami venu le voir et aperçoit soudain une silhouette humanoïde. Elle ressemble trait pour trait à la créature du film de Patterson et Gimlin. Elle doit faire plus de 2,50 m de haut, avec des poils sombres et brillants. Elle traverse le terrain en quelques secondes, enjambe la clôture qui délimite la propriété et lâche un hurlement sinistre avant de disparaître dans les bois. Lorsque Steamboat essaie de reconstituer la scène, il se rend compte qu'il lui faut 2 fois plus de temps pour couvrir la même distance à une allure similaire. Un peu plus tard, sa mère entend un vacarme en provenance du poulailler. Elle se précipite dehors et découvre que 9 poules gisent sur le sol. Elle constate avec horreur que quelqu'un ou quelque chose semble avoir enfoncé le toit pour attraper les animaux. 2 d'entre eux se trouvent en dehors de l'enclos, en direction des bois. Steamboat n'a pas vu le coupable, mais il pense qu'il s'agit de la même créature. Une fois sur place, il suit les plumes qui jonchent le sol et s'enfonce dans les bois, bien décidé à retrouver les animaux disparus. Mais au bout de quelques centaines de mètres, il commence à avoir peur. Il ne voit ni n'entend rien, mais il ne peut s'empêcher de ressentir un malaise grandissant et préfère rebrousser chemin. Quelques mois après, Steamboat aperçoit une silhouette sombre alors qu'il arrive chez sa mère en moto. Le soleil commence à se coucher, et c'est le reflet des phares dans les yeux du monstre qui trahissent sa présence. Il a de très larges épaules et fait mine de se cacher derrière un tronc de 50 cm. Il se balance lentement de gauche à droite pour mieux l'observer. Le Texan arrête son véhicule et plisse les yeux. La silhouette est brune et poilue, et il arrive même à distinguer une grande bouche dont dépasse ce qui ressemble à des défenses. La créature est massive et ne possède quasiment pas de cou. Inquiet, le motard se dépêche de reprendre sa route pour se mettre en sécurité entre 4 murs. Mais l'événement le plus marquant survient pendant le solstice d'hiver, le mercredi 21 décembre 2022. Steamboat fait de la moto de nuit sur une route déserte et se trouve en bordure du lac Wright-Patman, près d'Elliott Bluff, un endroit populaire pour les pêcheurs et les campeurs locaux. Ce soir-là, il y a une petite fête de Noël à son travail. Tous les employés sont présents. L'atmosphère est détendue et chaleureuse, mais Steamboat décide de partir un peu plus tôt. Il veut absolument profiter de sa nouvelle moto avant qu'il ne fasse trop froid. Il vient en effet d'acquérir une Electra Glide de 2010 et n'a pu la conduire que sur quelques trajets quotidiens. Ce soir-là, il est bien décidé à engloutir les kilomètres. Juste lui, sa bécane, l'asphalte et la voûte céleste. Les conditions sont optimales pour la saison. 15 degrés Celsius et un temps plutôt sec. Il quitte la fête vers 23h après avoir salué tout le monde. Il se rend jusqu'au lac Wright-Patman et commence à en faire le tour. La moto est toute équipée, avec de grandes sacoches, une connexion Bluetooth et même des poignées chauffantes. De petites ampoules sont installées tout autour, ce qui permet de voir à près d'1 mètre sur les côtés et à l'arrière. Un ajout particulièrement pratique pour les balades nocturnes. Le lac est une vaste étendue d'eau artificielle de 8200 hectares.
À l'est se trouve un bayou et une réserve naturelle, ainsi que l'Arkansas et la petite ville de Fouke, célèbre pour le monstre de Boggy Creek. Perdu dans ses pensées, le motard emprunte la petite route qui mène à la rampe d'Elliott Bluff. Alors qu'il est à environ 500 mètres du quai, il aperçoit soudain une forme sombre au milieu de la route. Il pense tout d'abord qu'il s'agit d'un gros sac poubelle rempli de feuilles mortes. Après s'être rapproché de quelques mètres supplémentaires, il croit cette fois distinguer ce qui semble être un homme en tenue ghillie. La silhouette est recroquevillée et de dos. Steamboat trouve ça très étrange et se dit qu'il s'agit peut-être d'un chasseur blessé. Inquiet, il rétrograde en première et s'arrête juste à côté de l'inconnu. Il pose le pied à terre et réalise subitement qu'il ne s'agit pas d'une tenue de camouflage, mais de longs poils emmêlés et crasseux. Ils sont couverts de boue, de brindilles et de mousse, comme si la chose s'était roulée sur le sol humide. D'un geste brusque, elle se tourne soudain vers Steamboat. Leurs regards se croisent. Il distingue une bouche immense et de grands yeux noirs très espacés. La créature est énorme et dégage quelque chose de simiesque, comme si un orang-outan avait muté en quelque chose de bien plus menaçant. Pour Steamboat, ce monstre est tout droit sorti d'un cauchemar. Le motard pousse un hurlement de terreur. Surprise, la chose écarquille les yeux et ouvre grand la bouche, avant d'effectuer un petit saut en arrière et de se redresser. Elle commence alors à se métamorphoser sous ses yeux. Son cou semble s'allonger et des bois de cerf lui poussent de chaque côté de la tête. Steamboat n'en croit pas ses yeux. Il démarre en trombe. Il ne pense qu'à une seule chose, déguerpir au plus vite. Il jette un coup d'œil derrière lui et découvre avec horreur que la chose est en train de le poursuivre. La bête gigantesque est redevenue un singe monstrueux et court à quatre pattes en agrippant le sol avec ses mains. Alors qu'il passe la seconde, il se retourne à nouveau et constate que la créature n'a aucun mal à garder le rythme. Elle continue sa poursuite à une allure infernale. Le motard roule pour le moment à 56 km/h. La bête semble capable de le dépasser. Steamboat continue à monter dans les tours. Le moteur de la Harley rugit dans la nuit. Il jette un nouveau coup d'œil en arrière pour apercevoir l'être cauchemardesque bifurquer et disparaître dans l'épaisse végétation qui borde la route. Il roule encore quelques dizaines de mètres et s'arrête une fois arrivé sur le parking qui fait face au lac. Encore tremblant, il sort son téléphone et appelle sa compagne. Complètement paniqué, il hurle en essayant de lui raconter ce qu'il vient de vivre. La pauvre n'entend que des propos incohérents, noyés dans le vent et le bruit du moteur. Steamboat continue à lancer des coups d'œil inquiets par-dessus son épaule. À ce moment précis, il est certain d'une chose. Si le monstre réapparaît, il préfère se jeter dans le lac, quitte à sacrifier une moto hors de prix et tout équipée. Il perd toute notion du temps et reste là près d'une heure. Il est toujours en ligne avec sa compagne, qui essaie tant bien que mal de le rassurer. L'homme est hystérique, lui demande d'appeler le FBI et l'armée. Au bout d'un moment, il parvient à se calmer et à reprendre ses esprits. Il remarque alors qu'il n'y a personne aux alentours. Et il trouve ça étrange, car la rampe d'Elliott Bluff est très fréquentée et il y a toujours au moins un véhicule garé sur le parking, que ce soit une voiture ou un camping-car. Mais pas ce soir. Cette nuit, il n'y a pas âme qui vive. Il est absolument seul et ça le terrifie. Il trouve finalement le courage de partir. Il accroche son téléphone au guidon et commence à filmer les bois qui bordent la route. De cette manière, si la créature est encore là, il peut la filmer et prouver qu'il n'est pas complètement fou. Mais il ne voit ni n'entend rien et préfère donc rentrer chez lui. Il lui faut 1 semaine pour trouver le courage de contacter le garde-chasse local et lui raconter sa mésaventure. À sa grande surprise, le fonctionnaire lui apprend qu'un médecin prétend avoir aperçu un être velu aux longues oreilles pointues à proximité. Plus tard, il parvient à surmonter sa peur et retourne à Elliott Bluff, armé de lunettes de vision nocturne. Il capture des images qui semblent montrer une créature monstrueuse. Le 6 décembre 2024, un ami le contacte et lui explique qu'il a vu un géant velu dans son jardin. La caméra de sécurité positionnée sur le toit a même réussi à filmer quelque chose la veille de Thanksgiving. À environ 30 mètres,
on peut voir une silhouette massive se déplacer derrière la clôture, qui mesure plus de 2 mètres de haut. À un moment, on la voit se baisser, avant de se relever et de rebrousser chemin vers la gauche. Le propriétaire, qui souhaite bien entendu préserver son anonymat, prétend que la bête mesure près de 3 mètres de haut. Il propose aussi une interprétation intéressante. Il explique à Steamboat qu'il a fabriqué un piège pour capturer les ratons laveurs qui infestent son jardin. Il pense que la créature s'est baissée pour ouvrir la cage et attraper l'animal enfermé à l'intérieur. Lorsqu'il relève le piège le lendemain, il remarque avec horreur des traces de pieds nus de près de 43 cm de long par 15 de large. Des empreintes de pas qui s'enfoncent bien plus profondément que les siennes dans la terre meuble. Mais il ne pense ni à les photographier, ni à réaliser un moulage, au grand désespoir de Steamboat, pour qui l'étude du phénomène est devenue une passion dévorante. Quelques mois plus tard, notre témoin se rend chez des amis en fin d'après-midi. Ils vivent eux aussi en milieu rural, dans une propriété isolée. Alors qu'ils sont tous installés sur le canapé, ils entendent soudain un cri déchirant qui les fait tressaillir. Ils se précipitent vers la fenêtre et aperçoivent une large silhouette qui s'éloigne d'un pas rapide dans la pénombre. Mais ce qui marque le plus Steamboat, ce sont les pieds. Car les genoux de la créature forment un angle droit quasi parfait lorsqu'elle marche et permettent de voir la plante dénuée de poils à chaque pas. Aujourd'hui, Steamboat a appris à vivre avec le phénomène, même s'il reconnaît volontiers que sa vie en est bouleversée. Il continue à se promener en forêt et à se rendre au lac, mais évite désormais certains endroits. De plus, les locaux viennent désormais vers lui pour partager leurs expériences. Car Steamboat est loin d'être un cas isolé. Et plus il mène l'enquête, plus il est convaincu que la région abrite une large population de ces créatures. Les incidents décrits par Steamboat sont cohérents avec ce qui est rapporté dans la majorité des rencontres avec Bigfoot. La créature qui visite régulièrement la propriété de sa mère a tout du primate inconnu, opportuniste et insaisissable. Je trouve particulièrement pertinent qu'il remarque une différence notable entre la chapardeuse de poule et la créature de la route. D'après lui, elles ne se ressemblent pas du tout. On note qu'il a immédiatement identifié la première comme étant la copie conforme du film de Patterson et Gimlin. Ce qui indique soit un dimorphisme sexuel, soit la coexistence entre 2 sous-espèces dans un même territoire. Ce récit est également révélateur d'un point de vue psychologique. Je crois que Steamboat a réellement vu la créature se métamorphoser sous ses yeux. Il décrit même un lama avec des bois de cerf qui lui évoquent les représentations populaires du Wendigo. Le cerveau peut altérer les perceptions sous l'effet d'une peur intense. Il interprète de manière erronée des signaux sensoriels faibles ou ambigus, comme par exemple la rencontre avec un primate inconnu et massif en pleine nuit. Ces hallucinations sont brèves et fugaces, mais aussi très réalistes, ce qui correspond à ce que rapporte Steamboat. Il est donc tout à fait probable qu'il ait halluciné la transformation physique de la créature pendant quelques secondes. Je pense qu'en général, tout ce qui a trait aux caractéristiques surnaturelles du Bigfoot peut être expliqué de cette manière. Je ne crois pas qu'il puisse se transformer en animaux ou se téléporter. Et sans manquer de respect à certains chercheurs, je ne pense pas non plus que ce soit des néphilim. Chercher une explication biblique au phénomène n'est cependant pas surprenant dans un état de la Bible Belt comprenant 38% de créationnistes. J'ai également un peu réfléchi à l'incident d'Elliot Bluff. Je me demande surtout pourquoi la créature était accroupie et immobile au milieu de la route. D'autant que ce n'est pas la première fois que j'entends une histoire de ce type. Concernant la saleté apparente, il est possible que la bête se soit roulée dans la terre humide afin de se créer une sorte de camouflage. Ce type de comportement expliquerait en partie comment une très large population pourrait passer inaperçue. Certains rapportent même avoir vu des Bigfoot verdâtres. Si ces créatures sont aussi intelligentes que ce que je soupçonne, elles useront de n'importe quel artifice pour se dissimuler. En revanche, cela ne semble pas cohérent avec le comportement observé par le Texan. La bête n'était pas cachée, bien au contraire. Elle est au milieu de la route, et Steamboat insiste sur le fait qu'elle semble aussi terrifiée que lui. J'ai la certitude qu'elle ne s'attendait pas à croiser un être humain à une heure aussi tardive. Mais pourquoi est-elle restée prostrée au milieu de la route ? Elle aurait dû anticiper l'arrivée de Steamboat, que ce soit à cause des phares ou du rugissement de la moto. Et si vous avez déjà vu ou entendu passer une Harley, vous savez comme moi que ces moteurs sont tout sauf discrets. Et n'oublions pas que les primates ont un temps de réaction bien inférieur au nôtre.
Mon hypothèse est que ce Bigfoot était dans un état second. Je pense qu'il a été surpris dans un moment de vulnérabilité et qu'il a tout simplement chassé l'intrus. Il s'était peut-être battu avec un congénère, ce qui expliquerait sa saleté et la lenteur de sa réaction. Qui sait ce que cet être a vécu dans les minutes ou les heures qui précèdent l'incident? Peut-être a-t-il été exilé par son clan après avoir été vaincu par son rival. Quoi qu'il en soit, nombre de témoignages laissent entendre que ces créatures sont capables d'interactions sociales complexes. Certaines semblent se déplacer en groupe, à l'image des chimpanzés. D'autres ont l'air plus solitaires. À ce stade, on ne peut que se poser des questions, qui soulèvent inévitablement d'autres questions. La majorité des observations se déroulent de nuit et sur les routes. Bob Gimlan émet l'hypothèse qu'il s'agisse d'individus isolés, potentiellement exclus de leur structure sociale. Ce qui expliquerait qu'ils ne soient pas aussi prudents que d'autres plus expérimentés. Les jeunes gorilles mâles quittent par exemple la troupe vers l'âge de 8 ans. Peut-être peut-on dresser un parallèle entre ces deux espèces de primates. Rappelons par ailleurs que le gorille était lui aussi considéré comme un monstre légendaire avant 1861. Quoi qu'il en soit, il semble que l'Est du Texas soit un véritable vivier de géants velus. Souvenez-vous de la famille harcelée par une menace invisible au point de quitter sa maison luxueuse, ou de la vague de panique de Santa Fe. Il se passe décidément quelque chose là-bas. Et rappelons que nous ne sommes qu'à quelques dizaines de kilomètres de Fouke, en Arkansas, un endroit désormais célèbre pour la bête de Boggy Creek. La nuit du 1er mai 1971, Bobby et Elizabeth Ford sont attaqués à leur domicile par une créature bipède et velue qui tente de pénétrer dans leur maison. Elle est finalement mise en fuite, mais revient quelques heures plus tard pour se venger, blessant Bobby au dos. D'autres témoins aperçoivent la bête dans les mois qui suivent et décrivent aussi une sorte de singe monstrueux aux yeux rouges et aux griffes acérées. La nouvelle de l'incident se répand comme une traînée de poudre, si bien qu'elle inspire un docu-fiction horrifique intitulé La légende de Boggy Creek, qui paraît en 1973. Véritable phénomène culturel, le film devient rapidement culte et fascine toute une génération de futurs enquêteurs, dont Lyle Blackburn, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Mais revenons à Steamboat. Il n'a aucune raison de mentir. Sa chaîne compte peu d'abonnés et il intervient sur les podcasts sans demander de rétribution. Il n'est pas en quête de célébrité. Il souhaite juste partager son expérience. Lorsqu'un témoin est aussi précis, n'a rien à gagner et surtout tout à perdre en apparaissant à visage découvert, je suis enclin à le prendre au sérieux. Merci de m'avoir écouté et surtout, un immense merci à Steamboat. Abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt.